Bonjour, nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 décembre 2025 et dans ce troisième numéro de notre série pour la Côte d'Ivoire, nous allons parler de la ruine de la cohésion nationale, de la mise en péril de l'état de droit en Côte d'Ivoire sous le régime Ouattara. À travers tout le propos, je propose aussi une explication sur le cheminement par lequel la Côte d'Ivoire arrive à cette situation dangereuse, très dangereuse. Pour une appréciation saine et raisonnable de tout ce qui touche à la personne de M. Alassane Dramane Ouattara, il est nécessaire de faire un élagage, c'est-à-dire l'évacuation des sujets qui détournent nombre de compatriotes ivoiriens des vrais enjeux. Des sujets sources de toutes sortes de passions, passion des pro-Ouattara, passion des tout sauf Ouattara, passions qui se sont déjà révélées meurtrières. Alors, le premier sujet à évacuer, c'est la nationalité de M. Alassane Dramane Ouattara. En vue d'illustrer mon point de vue, je vais vous raconter une anecdote, un bout d'histoire d'une personne que toute la Terre connaît, Adolf Hitler. Hitler, il faut le savoir, est né autrichien. C'était un peintre qui traînait, qui vivotait plus ou moins en Allemagne, à Munich, dans la région de Munich, quand en 1914, la Première Guerre mondiale a éclaté. Alors Hitler va réussir à se faire enrôler dans l'armée allemande. Il va donc faire la guerre. Et il sera même blessé pendant la guerre, il va être décoré, et il sera même promu au grade de caporal. Bref, Hitler fait la guerre. Et puis, à la fin de la guerre, ses supérieurs l'envoient pour surveiller des groupes d'extrême droite. Donc, en fait, Hitler, ses premiers contacts avec ces groupes d'extrême droite, il était parti en tant que un membre, un agent des forces de sécurité pour surveiller ces groupes-là. C'est ainsi que Hitler découvre que non, mais c'est son milieu, ça. Tout ce que les gens disent, c'est exactement en conformité avec ses convictions à lui. Donc Hitler adhère à ce parti d'extrême droite, et puis bon, ben, finalement, avec son talent oratoire, avec sa force de conviction, rapidement il gravit les, les échelons, il monte dans la hiérarchie de son parti. Et Hitler savait quand même qu'il n'était pas allemand, puisqu'il est autrichien. Et il va réussir en 1925, à l'âge de 36 ans, à abandonner sa nationalité autrichienne. Il a fait une demande et puis le gouvernement autrichien a accepté que, bon, puisqu'il a été militaire dans l'armée allemande, voilà, bon, donc il n'est plus autrichien. Donc il réussit ça en 1925. Mais entre-temps, Hitler n'est pas allemand. Et l'Allemagne, à la fin de la Première Guerre mondiale, va se retrouver dans un véritable chaos. L'Empire allemand va s'effondrer. Le système politique était très archaïque. Bon, c'était une instabilité politique qui régnait dans le pays. Et dans ce cafouillage-là, le parti de Hitler devenait de plus en plus important. Je passe les détails jusqu'à ce qu'on arrive à 1932. 1932, Hitler est maintenant quelqu'un de très important en Allemagne et le président Hindenburg pense maintenant à négocier avec lui pour lui confier le poste de chancelier. Mais Hitler n'est pas encore allemand en 1932. Donc il fallait trouver une solution. Et je vous lis ce passage-là. Restait à régler un détail technique. Hitler n'était pas encore citoyen allemand. Les précédentes initiatives pour obtenir la citoyenneté, en Bavière en 1929 et en Thuringe l'année suivante, avaient tourné court. Il demeurait apatride. Des démarches rapides
furent alors entreprises pour nommer Hitler au poste de conseiller du gouvernement à l'Office de la culture et de la topographie de Brunswick et représentant à Berlin. Nommé fonctionnaire, Hitler acquit ipso facto la nationalité allemande. Le 26 février 1932, le nouveau fonctionnaire prêta serment à l'État allemand. Donc il faut savoir que c'est à 43 ans que Hitler est devenu allemand. Alors, Hitler méritait la citoyenneté allemande en raison de ses états de service dans l'armée. De plus, avec le poids politique qu'il avait acquis, il aurait été incompréhensible, même insensé, de manigancer en vue de l'exclure de la compétition pour défaut de nationalité. Alors, sagement, l'Allemagne a fait le nécessaire pour attribuer la citoyenneté allemande à Hitler. Bon, pour le malheur de l'humanité, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ce que cette histoire pourrait intéresser, il y a l'excellente biographie de l'historien britannique Jan Kershaw qui parle d'Hitler et en tout cas je vous le suggère. Alors, quelle est la leçon à tirer de cette anecdote? Alors, on pourrait dire oui, chaque pays a ses lois. La Côte d'Ivoire n'est pas l'Allemagne. Mais c'est une question de bon sens commun. Si Ouattara n'avait pas la nationalité ivoirienne dans les années 1980, il a acquis son droit à la citoyenneté ivoirienne depuis qu'il a été nommé en 1990 président du comité interministériel chargé de sortir le pays de la grave crise financière qui sévissait. Alors, dans les années 1990, il n'y avait qu'à procéder aux formalités nécessaires en vue de l'octroi de la citoyenneté ivoirienne à M. Ouattara. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire aujourd'hui, nous sommes en 2025, que je l'ai écrit en 1999 dans mon livre intitulé Pour la Côte d'Ivoire, publié en 1999, dans une tribune que j'avais publiée à l'époque dans le journal Soir Info du 14 juillet 1999, dans cette tribune intitulée « La Côte d'Ivoire et ses premiers ministres étrangers entre griffes ». Alors, la dernière phrase de la tribune, pour ceux qui ont le livre, c'est à la page 45, la dernière phrase de la tribune est que, je me rends compte que comme par hasard d'ailleurs, je l'ai mise en gras, je dis, et je cite, « Dans une république sérieuse, quand on est Premier ministre, on doit pouvoir être président de la République. » Page 45 de Pour la Côte d'Ivoire, en 1999. Donc, oui, il faut éviter de perdre son temps et son énergie pour rien. Car les histoires de le voltaïque Ouattara ou Mossi Draman n'ont jamais empêché le concerné de dormir. En tout cas, ça ne l'a pas empêché d'être aujourd'hui, et ceci depuis 15 ans, le chef de l'État du Côte d'Ivoire, le président de la République. Deuxième sujet à évacuer quand il s'agit de M. Ouattara. La prétendue faute de Houphouët-Boigny dans l'introduction de M. Ouattara sur la scène politique ivoirienne. Très souvent dans les commentaires que je reçois sur mes vidéos, les gens disent ouais, mais c'est Houphouët-Boigny qui l'a fait venir, c'est Houphouët-Boigny qui... Comme si Houphouët-Boigny avait fait une faute. Ceux qui disent cela ne savent pas qui était vraiment le premier président
de la République de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je fais un survol. Un petit survol avec un certain nombre de faits pour pouvoir situer la personne, pour comprendre la psychologie du Houphouët-Boigny. Il faut savoir que quand les Africains sont introduits dans la politique de l'Union française à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc à partir de 1945, tout de suite, en 1946, Houphouët-Boigny va se retrouver à la tête du RDA. Le RDA qui était le Rassemblement démocratique africain, mais le RDA sera la première force en Afrique noire de cette époque, puisque très rapidement, 12 pays quand même, vont avoir des sections du RDA sur la scène politique nationale, enfin territoriale, plus à l'époque c'est les territoires. Il s'agissait du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, aujourd'hui Bénin, du Gabon, de la Guinée-Conakry, de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, du Moyen Congo, le Congo Brazzaville, du Niger, de l'Oubangui-Chari, aujourd'hui la République centrafricaine, du Sénégal, du Soudan français, aujourd'hui le Mali, et du Tchad, 12 pays. Il y avait des concurrents du RDA, par exemple Senghor avait créé, lui, les indépendants d'outre-mer, mais toutes ces forces-là ne pouvaient pas rivaliser avec le RDA de Félix Houphouët-Boigny. Donc Houphouët-Boigny est, il faut le savoir, dès 1946, la plus grande figure du rassemblement de l'Afrique noire. Et tout cela se faisait, je dirais, sous la supervision du Parti communiste français. Ce Houphouët-Boigny, à cette époque, le RDA était apparenté au Parti communiste français. C'est vrai qu'à la fin des années 40, au début des années 50, quand le RDA va quitter le Parti communiste français, il y aura le désapparentement du RDA et du Parti communiste français. Bon, il y aura des dissensions au sein du RDA, donc il y a certains partis qui vont quitter le RDA, comme le parti UPC, pardon, le parti UPC de Ruben Ndiobé au Cameroun, mais dans l'ensemble, le RDA restera la force politique importante. Deuxièmement, vers la fin de l'époque coloniale, il y avait un certain nombre de leaders africains, dont les plus importants étaient Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Kwame Nkrumah. Bon, il y avait des leaders moins importants, à un degré moindre, comme Sékou Touré, Modibo Keïta. Mais les trois grands leaders du monde africain, c'était ces trois-là, Houphouët-Boigny, Senghor et Nkrumah. Et chacun avait son idée sur l'évolution politique de l'Afrique. Après les indépendances, fallait-il aller séparément, fallait-il créer des fédérations, fallait-il s'unir et tout. Et donc, chacun de ces leaders va poser des actes pour faire valoir son point de vue. Et qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir l'Union des États africains de Kwame Nkrumah, composé du Ghana, de Kwame Nkrumah, de la Guinée, de Sékou Touré, et ils seront rejoints plus tard par le Mali, de Modibo Keïta. Combien de temps l'Union des États africains a duré? 4 ans, de 1958 à 1962. Une union qui n'avait ni parlement, ni budget, une vraie plaisanterie, et en 1962, Sékou Touré a claqué la porte. Il a compris qu'il s'était fait avoir dans toute cette histoire de quitter la France, être avec le communisme, parce qu'il y avait des promesses dans tout ça. Donc, en 1962, Sékou Touré a claqué la porte et l'union des États africains de Kwame Nkrumah, celui qui voulait unir toute l'Afrique, il n'a pas pu tenir plus de 4 ans avec 3 pays. Il y a eu la fédération du Mali de Léopold Sédar Senghor. Senghor réussira à créer la fédération du Mali avec 2 pays, le Sénégal et le Soudan français. Le Mali aujourd'hui, le Soudan français. Ça a tenu combien de temps, la fédération du Mali? 2 ans, de 1958 à 1960.
pour une élection de président de la fédération, Sénégalais et Soudanais vont arriver au bord de l'affrontement militaire, ils ont failli se tirer dessus. Et finalement, les Sénégalais ont chassé Modibo Keïta et tous les dignitaires soudanais, ils les ont chassés de Dakar. En convoi, ils les ont ramenés vers leur pays. C'est comme ça que Senghor, qui comment dire, dénonçait la balkanisation de l'Afrique, il fallait qu'on crée des fédérations, il a créé une fédération, ça a tenu 2 ans. Et à côté de ça, Houphouët-Boigny avait créé, lui, le Conseil de l'Entente, avec la Côte d'Ivoire, le Niger, la Haute-Volta, donc aujourd'hui le Burkina Faso, et le Dahomey, aujourd'hui le Bénin, et ils seront rejoints dans les années 60 par le Togo. Mais il faut savoir que ce Conseil de l'Entente créé par Houphouët-Boigny en 1959 existe toujours aujourd'hui, 66 ans après. Je vous dis ça juste pour que chacun comprenne, pour saisir les capacités de meneur et de consistance du rassembleur qui était Houphouët-Boigny. Le Conseil de l'Entente de Houphouët-Boigny existe encore aujourd'hui. Troisième élément pour apprécier Houphouët-Boigny, nous allons parler de la création de l'OUA en 1963. Il faut savoir que pour la tenue des assises à Addis Abeba, il y a 4 pays qui ont lancé la convocation. Ces 4 pays sont la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Éthiopie. Et aujourd'hui, les ignorants parlent de Kwame Nkrumah comme le père fondateur de l'OUA. Non seulement le Ghana de Kwame Nkrumah ne faisait même pas partie de ceux qui ont convoqué les assises, mais pendant les assises, toutes les motions de Kwame Nkrumah seront rejetées. Il était complètement, ostracisé par ses pairs africains. D'ailleurs, dans la préparation de ces rencontres, puisque tous les leaders africains avaient convenu qu'il fallait qu'il y ait une structure qui puisse rassembler les Africains, donc tout le monde travaille dans ce sens, et les différentes, les dissensions vont faire qu'il y aura 2 groupes. Le groupe de Casablanca, du leader ghanéen de Kwame Nkrumah, il y avait 5 États membres, 5. En face, il y avait le groupe de Monrovia, avec Houphouët-Boigny, rassemblait 21 États membres. La grande majorité était plus dans le camp de Houphouët-Boigny. Donc retenez ça, retenez-le. Kwame Nkrumah n'a joué aucun rôle dans la création de l'OUA. Je l'explique d'ailleurs dans les détails très longuement dans mon dernier livre, Haine du blanc et monde noir. C'est d'ailleurs dans le livre, j'explique comment, quels sont ceux qui sont à l'origine de tout ce mensonge pour falsifier l'histoire et quelles sont les raisons pour lesquelles il y a toutes ces falsifications qu'on vend et que l'opinion africaine retient, du Kwame Nkrumah, le père de l'OUA. Non. Il n'a absolument rien à voir, il n'est pas à l'origine de cela. Et bien au contraire, des gens comme les Oufou ont joué un rôle très important. Quatrièmement, Houphouët-Boigny, dès le début de sa carrière politique, avait des compagnons originaires de toute la sous-région, des militants de première heure, comme on le disait dans le parti unique du PDCI quand nous étions jeunes, donc des militants de première heure. Il y avait par exemple M. Djibo Sounkalo, originaire de la Haute-Volta et premier maire de Bouaké, la 2e ville de Côte d'Ivoire. C'était ça, les amis, les camarades politiques d'Houphouët-Boigny. Il faut dire que la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire ont été le même territoire pendant un certain temps, je crois de 1932, à partir de 1932, et c'est en 1947 que les 2 territoires vont être à nouveau séparés, ce qui avait d'ailleurs beaucoup peiné Houphouët-Boigny. Donc, il faut comprendre que pour Houphouët-Boigny, sa patrie, le domaine dans lequel il évoluait dans sa politique, c'était tout cet espace-là. Côte d'Ivoire, Haute-Volta, et voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était ouvert sur toute l'Afrique. Cinquièmement, Houphouët-Boigny a toujours ouvert la Côte d'Ivoire à toutes les compétences africaines. La Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny
était le seul pays, je dis bien le seul, d'Afrique noire où vous pouviez trouver de nombreux ministres de l'administration, de nombreux ministres issus des pays voisins, originaires des pays voisins. La Côte d'Ivoire a eu des ministres originaires du Mali, du Sénégal, de la Haute-Volta, Burkina aujourd'hui, du Niger. Aucun autre pays n'a fait ça, à part Houphouët-Boigny. En fait, Houphouët-Boigny eut la grande intelligence de conserver la vocation acquise par la Côte d'Ivoire depuis l'époque coloniale d'être ouverte sur toute l'Afrique occidentale en raison de sa position de leader économique. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, à elle seule, depuis l'époque coloniale, produisait près de 40% des réserves de change, les réserves de change de l'Afrique occidentale française, de l'AOF. L'économie ivoirienne s'est construite sur l'intégration sous-régionale. La main-d'œuvre agricole des Mossi qui venaient de la Haute-Volta, les agents de la fonction publique du Dahomey et du Togo, à l'époque on les appelait à l'époque coloniale les Dao Togo, les commerçants du Mali, du Niger et même plus tard du Nigeria. Il y avait partout dans les villes en Côte d'Ivoire qui ne connaissent pas les commerçants en Ango du Nigeria. C'est ça la Côte d'Ivoire. Nous gagnerions aujourd'hui à nous inscrire dans cette continuité historique pour bâtir notre cohésion nationale. Houphouët-Boigny a été et demeure, puisque son record n'a jamais été battu jusqu'aujourd'hui, Houphouët-Boigny a été et demeure le plus grand panafricaniste de toute l'Afrique noire. Aujourd'hui, bon, ça n'a rien à voir avec les panafricanistes de pacotille, qui aujourd'hui ne sont que dans l'invective. Houphouët-Boigny, c'était un panafricanisme vécu, concret. Il n'était pas dans la jactance. Donc il faut saisir sa psychologie, son ouverture sur toute l'Afrique, pour comprendre que ça ne lui aurait posé aucun problème de nommer Premier ministre M. Ouattara s'il pensait que ce dernier était l'homme de la situation, même s'il n'était pas ivoirien. Houphouët-Boigny était un vrai homme d'État, pas un petit politicard englué dans les considérations tribales ou claniques. Décédé en 1993, Houphouët-Boigny ne peut pas être tenu responsable de la gestion catastrophique du cas Ouattara par ses successeurs au sommet de l'État. Troisième sujet à évacuer. Encore une fois, troisième sujet à évacuer, pardon, l'illégalité du quatrième mandat. Encore une fois, mon avis personnel est défavorable à la limitation du nombre de mandats. Je l'ai plusieurs fois répété, je l'ai écrit, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Pourquoi? Les bons chefs de l'État étant plutôt rares en Afrique, si un pays a la chance d'en avoir un, pourquoi faudrait-il limiter son nombre de mandats? En revanche, les élections doivent être ouvertes à toutes les forces politiques et transparentes, en vue de conférer une légitimité indiscutable aux vainqueurs des élections. Aujourd'hui, le problème qu'il y a par rapport au quatrième mandat de M. Ouattara est un problème de légitimité, parce que les élections n'ont pas été ouvertes et transparentes. Par ailleurs, l'opposition au quatrième mandat de Ouattara est d'autant plus irrecevable pour moi qu'elle vient de Laurent Gbagbo, lui qui, en 2010, était en lice pour un troisième mandat. M. Gbagbo a fait un premier mandat de 2000 à 2005. De 2005 à 2010, M. Gbagbo a fait un deuxième mandat et lui-même et ses partisans disaient qu'ils avaient eu un mandat cadeau. 5 ans cadeau, il disait. Donc en 2010, M. Gbagbo était en lice pour un troisième mandat. Et s'il avait réussi à se faire élire pour ce troisième mandat, qu'est-ce qui l'aurait empêché d'en faire 4, 5, 6 ou 7? Puisque la constitution du 2, Dieu fait 3.
Donc, si tu fais 3, après tu pourras en faire 6 ou 7. Nous devons en finir avec cette manie qui veut que, au pouvoir, on se croit tout permis. Et dans l'opposition, on se veut rigoureux sur l'application scrupuleuse des lois. La vraie question est, qu'est-ce que nous avons partout en Afrique noire à limiter le nombre de mandats alors que personne ne veut respecter cette disposition? Limiter le nombre de mandats n'est pas forcément intuitif. Ce sont les Américains, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont élu Roosevelt, qui était complètement malade, pour un 4e mandat. Il n'a pas pu faire ce mandat, il a seulement fait 2 ou 3 mois. Et il est décédé, il a été remplacé par son vice-président Harry Truman, qui va terminer la guerre. C'est Harry Truman qui va décider du largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Donc les Américains se sont dit non, non, là on est allé trop loin, il faut qu'on limite le nombre de mandats. Mais il n'y a pas... C'est pas intuitif de limiter le nombre de mandats. Les décennies de Houphouët-Boigny au pouvoir ont été plutôt bénéfiques à la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il peut y avoir une limitation d'âge. Oui, la limitation d'âge, je le comprends. Parce qu'effectivement, Houphouët-Boigny est resté trop longtemps au pouvoir. Pour moi, Houphouët-Boigny devait quitter le pouvoir en 1980, ou plus tard, au plus grand tard, en 1985. Il est resté trop longtemps au pouvoir et il y a eu 10 années de trop qui, quelque part, ont coûté cher à la Côte d'Ivoire. Une chose est certaine, limitation de mandat ou pas. Nous pouvons nous donner toutes les lois ou constitutions que nous voulons. Si tous les acteurs ne pensent qu'à tricher, nous tournerons en rond encore longtemps. Le 4e sujet à évacuer est la minimisation des réalisations de Ouattara. Au niveau de la réalisation des infrastructures, le président Ouattara, depuis qu'il est à la tête du pays, a fait du très bon travail. Du très bon travail. Alors, on entend des fois des gens dire non, 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 c'était des projets qui existaient déjà, il n'a rien fait de spécial. Ouais, mais enfin, un projet, on peut tout avoir un projet, tout le monde peut avoir des projets. Mais ce sont les réalisations qui comptent. Ce sont les réalisations qui comptent. On dit, ah non, 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 on n'a pas laissé Gbagbo travailler, le pays est en guerre. Non, ça c'est un argument qui ne tient pas. Si être en guerre empêchait de travailler, Israël serait le dernier pays de la terre. Puisqu'un Israël se proclame son indépendance dès le lendemain. Le lendemain. Le Liban, la Syrie, l'Irak, la Transjordanie, l'Égypte attaquent Israël dès le lendemain. Et jusqu'aujourd'hui, Israël a toujours été en guerre. Jusqu'à la dernière guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre 2023. Mais ça n'a pas empêché Israël d'être un pays qui avance, qui progresse, au point d'être aujourd'hui l'un des pays les plus avancés dans beaucoup de domaines, leader dans beaucoup de domaines. Donc, on n'a pas laissé Gbagbo travailler à cause de la guerre. Gbagbo disait lui-même qu'il détenait 80% de la Côte d'Ivoire utile. Il a dit plusieurs fois. 80% de la Côte d'Ivoire utile, ça doit être suffisant pour faire des réalisations sur 50% du territoire. Certains aussi disent, oui, non, 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 c'est parce que les bailleurs de fonds donnent des crédits à la Côte d'Ivoire sous Ouattara. Mais les bailleurs de fonds, c'est par rapport à la solvabilité du pays, par rapport à la confiance qu'ils ont dans les dirigeants. Ils n'ont pas des yeux de chimène pour Ouattara. Non, c'est la responsabilité des dirigeants d'un pays de créer un environnement favorable qui puisse attirer les investissements étrangers. Donc, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Ou bien, bon, il est en train d'endetter le pays, après, bon, il va partir. Pour investir, tout le monde s'endette, que ce soit les entreprises comme les États. Les banques sont là pour ça. Le plus important est que l'endettement soit utile pour faire progresser le pays, utile à la production de richesses. Si, par contre, s'il y a des preuves de surfacturation, de corruption,
de mauvaises réalisations, oui, en ce moment-là, ces critiques sont recevables, mais la seule critique de l'endettement, non. Ce sont des endettements pour des projets qui sont utiles. Alors, tous ces arguments, finalement, quand on regarde bien, procèdent d'esprit chagrin. Moi, je me souviens, mes enfants, ils étaient en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. Ils sont revenus du pays, ils étaient très contents. Non, papa, c'est pas possible, machin tout. Voilà. Le travail, ça se voit, ça s'apprécie. On n'a pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit. Et mon fils, il en est tellement devenu un supporter des éléphants qu'actuellement il est au Maroc. Il est allé supporter les éléphants au Maroc. Bon, on espère qu'on va gagner aujourd'hui contre le Cameroun. Donc voilà, la conduite d'un pays, c'est vrai, ne se limite pas aux réalisations d'infrastructures. Là, on est d'accord. Mais il faut savoir reconnaître ce qui est fait de bien. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, Ouattara n'est pas ivoirien, oubliez ça. Oubliez ça, comme dit l'Ivoirien, même quittez dans ça. Houphouët-Boigny a commis une faute. Oubliez ça. Le vieux a fait ce qu'il pensait être bon pour la Côte d'Ivoire. Non au 4e mandat. Oubliez ça. Tout aussi irrespectueux de la Constitution que ce soit, ils sont malheureusement tous enclins à cette tricherie. Oui, c'est une tricherie, mais bon, tout le monde l'a fait. Partout en Afrique, d'ailleurs, pas seulement en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a aucun mérite personnel par rapport aux nombreuses réalisations de son mandat. Oubliez ça. Il faut éviter le ridicule, finalement. En revanche, ce qu'on ne peut pas oublier, ce qu'on ne peut pas admettre, c'est le péril sur l'état de droit, la ruine de la cohésion nationale, les privations de liberté. C'est un certain nombre de points que j'aimerais développer. Le premier point, M. Ouattara, dès son arrivée au pouvoir, engage le pays dans une politique de rattrapage ethnique. En fait, moi je suis l'actualité de mon pays depuis des décennies. C'est un niveau de népotisme et de tribalisme jamais vu en Côte d'Ivoire, jamais. Consistant à la nomination quasi exclusive de ressortissants du Nord musulman à tous les postes de haut cadre dans l'administration comme dans les entreprises publiques. Alors, il faut qu'on parle un peu de l'origine des prétendues exactions contre les ressortissants du Nord, qui serait finalement la raison de ce rattrapage ethnique. La Côte d'Ivoire, comme nous l'avons vu plus haut, s'est construite sur son ouverture à l'étranger depuis l'époque coloniale. Comme il est dit dans la Bidianaise, l'hymne national est ivoirien, pays de l'hospitalité. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Et c'est une réalité. Ceci étant, à partir de la décennie 1980, avec la grave crise économique et financière qui frappait le pays, il fallait une gestion plus responsable de l'immigration. Le pays n'avait plus les moyens d'intégrer la forte immigration. Et c'est d'ailleurs le Premier ministre Ouattara qui, en 1990, instaure la carte de séjour pour les étrangers. Il ne faut pas l'oublier, c'est Ouattara qui instaure la carte de séjour pour les étrangers. Pour deux raisons. Parce qu'évidemment, il faut contrôler les flux migratoires, mais aussi pour faire des entrées dans les caisses de l'État. Et voilà que les cartes de séjour instaurées par Ouattara vont être à l'origine de la division du pays. Que s'est-il passé? Alors, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a une particularité géographique. Il faut savoir que les frontières sud de la Côte d'Ivoire sont avec des pays anglophones. Le Ghana à l'est, le Libéria à l'ouest. Donc, il n'y a aucune confusion possible entre l'Akan ivoirien et l'Akan ghanéen, puisque le Kofi ivoirien, il parle bien le français, alors que l'autre Kofi, le Kofi ghanéen, parle anglais.
ou bien plutôt un mauvais français. En tout cas, il a un accent reconnaissable. De l'autre côté, à l'ouest, c'est pareil. Le Do ivoirien est francophone et le Do libérien est anglophone. Donc, aucune confusion possible. En revanche, dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est totalement différent. Toutes les frontières nord sont avec des pays francophones. La Guinée, le Mali, la Haute-Volta. Alors, le Keïta malien parle français comme le Keïta ivoirien. Le Koulibaly burkinabé parle français comme le Koulibaly ivoirien. Il y a donc plus de difficultés de distinction, a priori, des nationalités des individus originaires du nord du pays. C'est une réalité, c'est un fait, pas un jugement, c'est un fait. Alors, les forces de l'ordre vont exploiter cette situation, exploiter l'instauration de la carte de séjour comme une nouvelle opportunité pour des exactions et des extorsions de fonds. En effet, le contrôle des cartes de séjour instauré par Ouattara à partir de 1990 sera l'occasion pour les forces de l'ordre corrompues, les policiers et gendarmes ripoux, de pratiquer des extorsions de fonds et toutes sortes d'actions sur les noms à consonance du Nord ou les apparences à consonance du Nord. Tu t'appelles Keïta, prouve que tu es ivoirien. Où est ta carte de séjour? Tu t'appelles Koulibaly, prouve que tu es ivoirien. Où est ta carte de séjour? Donc pour le Keïta ivoirien, le Koulibaly ivoirien, c'est une discrimination inacceptable. Une humiliation même. Pire, une menace sur sa sécurité existentielle. Par ailleurs, il y a la donne religieuse. Au sud, les frontaliers ghanéens et libériens sont plutôt chrétiens, comme les gens du sud de la Côte d'Ivoire. Alors qu'au nord, les frontaliers guinéens, maliens et même burkinabés sont plutôt musulmans, comme les populations du nord de la Côte d'Ivoire. Donc il y a cette situation géographique-là qu'il faut très bien comprendre. Donc, pour les policiers ripoux, les policiers malhonnêtes, le contrôle des populations originaires du nord revient au contrôle des musulmans. Donc tout homme, un boubou, passe pour une cible de choix pour le racket. Il faut préciser que les agents des forces de l'ordre, les racketteurs, sont issus de toute la Côte d'Ivoire, du nord comme du sud. Donc leur comportement n'est pas motivé par des considérations tribales ou identitaires. Non, ils sont tous du nord comme du sud. Mais uniquement motivé par la cupidité, l'appât du gain facile. Le policier Koulibaly, Sénoufo du Nord, rackettera l'homme en boubou de la même façon que son collègue Niaoré Bété du Sud. Oui, les forces de l'ordre, il faut le dire, ont été à l'origine de la forte dégradation de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Évidemment, les politiques qui les ont laissés faire sont les premiers responsables. Mais les forces de l'ordre, oui, il faut le noter, ont été à l'origine de la forte dégradation de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Leurs exactions contre les hommes en boubou vont générer un fort sentiment d'exclusion chez les ressortissants du Nord. Alors Ouattara, devenu le champion politique du Nord musulman, dira qu'il a un seul regret dans son action à la tête du gouvernement: l'instauration de la carte de séjour pour les étrangers. Ouattara le dira, qu'il le regrette. Regret de Ouattara. Mon œil. En fait, le sentiment d'exclusion ressenti par les ressortissants du Nord, situation créée par la carte de séjour du Premier ministre Ouattara, sera exploité par le même Ouattara comme fonds de commerce politique. Je dis chapeau l'artiste. Alors, pendant plus de 15 ans, on a tout entendu. C'est parce que je suis musulman du Nord qu'on ne veut pas que je sois président de la République. Le président Bédié
imprudemment lance sa politique de l'ivoirité, qui en réalité n'était destinée qu'à éliminer de la compétition son rival Ouattara. Ben, ce dernier, habilement, retourne contre Bédier le concept de l'ivoirité, le faisant passer pour une politique identitaire contre les musulmans du Nord. Cerise sur le gâteau pour Ouattara, l'opposant Laurent Gbagbo, l'opposant historique, le rejoint dans sa lutte contre les identitaires. Ensemble, Ouattara et Gbagbo, réunis dans le Front républicain, combattent l'ivoirité. Ivoirité dénigrée désormais en akanité, une politique pour la confiscation du pouvoir par les Baoulés et les Akans. Ah, c'était ça les propos de Gbagbo dans la seconde moitié des années 90. Alors, ça sera ainsi jusqu'au coup d'État de 1999. Et puis, Gbagbo, dès le coup d'État, trahit Ouattara pour devenir plus identitaire que Bédier, puisque Gbagbo avouera en 2001, lors du Forum de la Réconciliation nationale, qu'il a fait mettre dans les dispositions de la nouvelle constitution des éléments pour éliminer Ouattara. Il le dira lui-même. Alors, Ouattara poursuit sa lutte contre les ivoiritaires, lutte qui culmine avec la rébellion de 2002, qui était la rébellion du Nord musulman contre le Sud chrétien, ainsi jusqu'à ce qu'il arrive enfin au pouvoir en 2011. Donc, avec ce discours de la lutte motivée par la défense du Nord musulman, la défense du Nord musulman contre les ivoiritaires du Sud, avec une capacité de mobilisation politique essentiellement basée sur un tel discours, Ouattara ne s'est-il pas piégé lui-même quelque part? Arrivé au pouvoir, Ouattara doit avant tout satisfaire sa clientèle politique, à qui il a promis justice, la vengeance contre la discrimination subie, d'où l'insensée politique du rattrapage ethnique. Deuxième sujet qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas accepter, il y a eu, puisqu'il fallait protéger ce nouveau pouvoir qui est là pour travailler pour le Nord musulman, il y a eu une insertion massive des ressortissants du Nord dans l'armée et dans toutes les forces de sécurité. Quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Alors, ce qu'on pouvait au moins espérer de cette pratique-là serait que, bon, puisque ce sont les exactions des forces de l'ordre qui ont entraîné les questions de cohésion dans le pays, c'était qu'une introduction massive des gens du Nord dans les forces de sécurité, mais au moins fasse disparaître les exactions, fasse disparaître le racket. La société ivoirienne aurait pu au moins bénéficier de ce fait-là pour s'améliorer. Bien que non. Il est bon de savoir qu'aujourd'hui, sous Ouattara, le racket des forces de l'ordre, le racket visible sur la voie publique, au vu et au su de tout le monde, le racket à l'origine de graves problèmes de cohésion en Côte d'Ivoire, ce racket n'a pas diminué avec l'introduction massive des ressortissants du Nord dans toutes les forces de défense et de sécurité. Comme quoi, être du Nord musulman n'était pas à l'origine des exactions subies. L'origine des exactions était plutôt la pourriture des forces de l'ordre de défense et de sécurité. Pourriture qui continue sous Ouattara aujourd'hui et qui se serait même empirée. Je me souviens qu'en 2005, invité de l'émission Ma part de vérité, animée par le journaliste à l'époque Laurent Banga, sur la télévision publique nationale, à la RTI en 2005, j'ai dit à peu près ceci. La police et l'ensemble des forces de sécurité en Côte d'Ivoire ne sont pas dignes de ce nom. Elles salissent la tenue qu'elles portent. Quelque temps plus tard, comme en réponse à mon propos, le président Gbagbo avait dit aussi à la télévision, il y a des gens qui critiquent les policiers. Ils ne savent pas que ce sont les policiers qui assurent leur sécurité. Selon Gbagbo, assurer la sécurité des citoyens donnerait droit aux policiers de racketter. Comment un pays peut-il progresser, prospérer avec de tels propos des dirigeants?
Et ce sont les mêmes qui vont induire nos populations en erreur pour dire que, bon, accuser la France de tous les maux de notre société. Troisième chose qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas oublier, c'est l'interdiction des manifestations, les répressions violentes de toutes les contestations populaires ou politiques. Il y a eu mort d'homme pendant les dernières élections, comme pendant les précédentes. Les privations des libertés, emprisonnement par centaines des membres des opposants. Aujourd'hui, les prisonniers politiques se comptent par centaines en Côte d'Ivoire. Il y a des dirigeants de l'opposition qui ont même peur de rentrer, de retourner en Côte d'Ivoire, de peur de se faire arrêter. Le porte-parole du PDCI, un parti important, un député, un parlementaire, il rentre en Côte d'Ivoire et on le met aux arrêts, au mépris de son immunité parlementaire. Alors, j'avoue que vraiment, se demande, mais allons-nous continuer avec ces violations de liberté, dans cette division du pays causée par le népotisme outrancier de Ouattara? Je voudrais donner une anecdote concernant la guerre civile américaine, la guerre de sécession de 1861 à 1865. La guerre de sécession fit 600 000 morts. 600 000 morts. C'était pratiquement la première guerre moderne entre le sud des États confédérés et les unionistes du Nord. Mais les Américains, la guerre se terminera d'ailleurs par l'assassinat du président Abraham Lincoln. Les Américains ont tout de suite, à la fin de la guerre, rebâti leur unité nationale pour avancer. Ils se sont déchirés, 600 000 morts. Mais les États confédérés du Sud, qui avaient perdu 250 000 personnes, n'ont pas eu à souffrir de leur défaite. Tout le pays s'est engagé tout de suite dans l'union pour bâtir la prospérité. Et quel sera le résultat? Un demi-siècle plus tard, les États-Unis d'Amérique devenaient la première puissance économique et militaire mondiale. C'est ça. Et chez nous, qu'est-ce qu'on voit? Après la longue agonie de la Côte d'Ivoire, qui a culminé donc avec la guerre civile post-électorale de 2010-2011, au lieu de s'atteler à l'enjeu majeur de rétablir la cohésion nationale, le vainqueur, Ouattara, se replie dans un esprit de clan et parle de rattrapage ethnique. Pour un homme de sa stature réputée, de cette stature internationale, d'une statue internationale, c'est vraiment décevant et surprenant. Par ses agissements antidémocratiques et liberticides d'aujourd'hui, Ouattara, qui s'est plaint pendant 15 ans d'injustice, fait pire que ses prédécesseurs. Ouattara fait courir à la Côte d'Ivoire le risque de tourner en rond dans un cercle vicieux, tous les Ivoiriens devenant des prisonniers de la haine. Il n'y a qu'à aller sur les réseaux sociaux ivoiriens. Je les parcours de temps en temps pour voir que ce soit les pro-Ouattara ou les tout sauf Ouattara. Mais il y a une véritable haine qu'on observe. Il y a aujourd'hui de forts ressentiments au sein des populations originaires du sud du pays. Par exemple, les massacres des populations dans l'ouest du pays pendant la crise post-électorale où les forces pro-Ouattara, et quand je dis forces pro-Ouattara, le terme ne vient pas de moi, le terme vient des rapports de la CPI, où les pro-Ouattara vont tuer des centaines de civils à main nue. Bon, aujourd'hui, ça a été la guerre, d'accord, bon, c'était les pro-Ouattara, ok, Ouattara est au pouvoir, il faut chercher à réparer ces choses-là. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il y a eu des morts, les gens ont perdu des choses. C'est dans ça qu'il faut engager le pays. Ah non, 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 on est dans le rattrapage ethnique. Frères et sœurs, la Côte d'Ivoire a besoin d'unité pour relever les nombreux défis dans ce concert des nations en recomposition, dans ce monde de plus en plus incertain et dangereux.
Regardons autour de nous. Le terrorisme djihadiste n'épargne aucune région du globe. Et il y a l'insécurité. Dans notre région, tous nos voisins du Nord, le Mali, le Burkina, le Niger, doivent affronter aujourd'hui des forces rebelles et cette insécurité est à notre porte, est à nos portes. C'est uni que nous pouvons éviter qu'il y ait des brèches pour que ces choses-là ne viennent pas semer le malheur dans notre pays. Il y a aussi l'hostilité de certains de nos voisins, c'est pareil. Il faut que nous soyons unis pour préserver l'intégrité de notre pays. Il y a aussi la multipolarité de l'hégémonie mondiale avec de nouvelles puissances émergentes très ambitieuses. Bon, nous devons unis mener des réflexions stratégiques sur les futures décennies. Au lieu de cela, nous sommes dans des batailles de chiffonniers. Nous nous fourvoyons dans le rattrapage ethnique. L'État de Côte d'Ivoire doit retrouver de la consistance, une authentique adhésion populaire de l'ensemble du pays pour affronter ces défis-là. Je parle de l'État. Aussi, je voudrais dire, pourquoi se taise-t-il? Il y a des personnalités dont le silence, pour moi, est assourdissant. Je veux parler de M. Michel Candessu, ancien directeur général du FMI, ancien gouverneur de la Banque de France. Dans les années 1990, M. Michel Candessu avait lancé des fortes charges contre le président Bédié. À l'époque, il avait dit en défense de son collègue et ami Ouattara, je crois que c'est le terme qu'il avait employé, des charges contre la dictature de Bédié. Il a exprimé des exigences de la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, M. Michel Candessu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit de la Côte d'Ivoire? De la démocratie en Côte d'Ivoire? M. Robert Ménard, à l'époque, il était le patron de Reporters sans frontières. Et il avait dénoncé les entraves de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire dans les années, à la fin des années 90. Je me souviens même que le gouvernement ivoirien l'avait invité à Abidjan et il s'était quelque peu ravisé. Bon, même M. Robert Ménard, aujourd'hui, il est maire de Béziers, c'est une personne dont la parole compte et je le trouve souvent très raisonnable. Bon, donc, M. Ménard, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui sur les questions de liberté en Côte d'Ivoire? Je sais qu'il s'exprime toujours en France. Récemment, il y avait d'ailleurs une manœuvre du RSF contre le groupe Bolloré. Robert Ménard s'est exprimé, donc oui. Et puis aussi, puisqu'apparemment, à l'époque, la Côte d'Ivoire le préoccupait, les libertés en Côte d'Ivoire. Il dit quoi aujourd'hui, M. Robert Ménard? M. François Hollande, ancien chef d'État français, mais quand il était premier secrétaire du Parti socialiste, à l'époque où Laurent Gbagbo interdisait toutes les manifestations des opposants, il n'y avait que les pro-Gbagbo, les jeunes patriotes dirigés par Blé Goudé qui avaient le droit de manifester. Les manifestations étaient effectivement sévèrement réprimées. On parlait même des escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Et à cette époque, François Hollande, premier secrétaire du PS, avait dit, et je cite, Laurent Gbagbo n'est pas fréquentable. François Hollande, il a dit ça. Laurent Gbagbo n'est pas fréquentable. Socialiste PS comme Laurent Gbagbo. Bon, aujourd'hui, François Hollande, qu'est-ce qu'il dit? Il est toujours dans la politique, il est député aujourd'hui. Il a été président de la République française, chef de l'État français. Donc bon, c'est un pays ami. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, François Hollande? Lui qui avait dit que Laurent Gbagbo n'était pas fréquentable. Et je termine par Nicolas Sarkozy. Sarkozy qui a bombardé le palais présidentiel ivoirien pour arrêter Gbagbo et faire respecter la démocratie en Côte d'Ivoire. C'était bien, d'accord. Et aujourd'hui, il dit quoi, monsieur Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire? Vraiment, je dis, toutes ces personnes, qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui, toutes ces personnalités de l'état de la démocratie et de la liberté en Côte d'Ivoire? Nous avons vraiment soif, en tout cas moi j'ai soif de leurs avis aujourd'hui. Parce que quand on se bat pour des valeurs, il faut être constant. Et des avis d'amis peuvent aider quelqu'un à sortir de l'égarement. Pourquoi pas? Espérons toujours.
Frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, nous devons savoir que la solution ne viendra que de nous-mêmes. Nous devons remettre l'État sur les rails, dans son bon fonctionnement, au cœur de la société. Il est d'une nécessité impérieuse que nous prenions conscience de la nature de l'État et de son rôle dans le jeu politique. Depuis la nuit des temps, la politique a toujours divisé les hommes. L'ambition est toujours légitime. Il y a des personnes qui veulent le pouvoir. Pour eux, ils sont prêts à tout pour y parvenir. Et cela entraîne des divisions dans la société et ce sont toujours les pauvres populations qui pâtissent des luttes dont l'enjeu est la prise du pouvoir. Et c'est pour résoudre ce problème que l'intelligence humaine a trouvé l'artifice de l'État. L'État est et doit rester l'unique détenteur permanent du pouvoir destiné à servir l'intérêt général. Les gouvernants à la tête de l'État ne sont que des agents d'exercice passagers du pouvoir. L'enjeu de l'affrontement entre les partis politiques est l'onction du peuple pour agir au nom de l'État. Alors, l'État est censé délimiter le cadre de cet affrontement en fixant les bornes au-delà desquelles l'éclatement de la société, l'éclatement de la communauté nationale rendrait toute politique illusoire. Et nous y sommes en Côte d'Ivoire, le jeu politique devient illusoire. Le jeu politique en Côte d'Ivoire est devenu une nuisance pour la société ivoirienne. L'État est chargé de réguler la vie politique, pourvu que les différents acteurs veuillent bien en respecter les règles. L'État doit rester un arbitre impartial entre les partis politiques. Chacun doit respecter cette règle, sinon le système ne fonctionne pas. En 2012, Hollande a battu Sarkozy aux élections. Sarkozy était le chef de l'État, mais parce que l'État est impartial, l'opposant Hollande a pu le battre. C'est comme ça. Si l'État n'est pas impartial, la démocratie ne tient pas. Et on va finir par s'entretuer un matin. Et aujourd'hui, ce qui pose problème pour le 4e mandat de M. Ouattara, c'est que sa légitimité n'est pas suffisante. Il faut faire attention entre la légalité, il faut faire la différence entre la légalité et la légitimité. Oui, il est le président légal de la Côte d'Ivoire, il a été investi, il a prêté serment, ouais, c'est lui le commandant en chef, c'est lui qui signe, c'est lui qui tient le stylo. Mais la légitimité, c'est dans la tête de chacun de nous. Si les gens, il y a une majorité de gens qui disent, mais en fait, est-ce que vraiment il mérite d'être là? S'il y a une majorité de gens qui pensent que vous ne méritez pas d'être où vous êtes, mais cela constitue un divorce entre l'opinion populaire, l'opinion du peuple, peut-être même l'opinion majoritaire, entre cette opinion-là et vous. Et cela constitue un risque pour la sûreté de l'État. La société de droit est la première étape importante dans l'évolution d'une communauté. Quel que soit le législateur et quelles que soient les lois, les individus perçoivent le respect de la loi comme un élément de cohésion sociale. Aussi, il faut savoir, l'État permet de soumettre les gouvernants au droit. La puissance que les gouvernants mettent en œuvre ne leur appartenant pas, mais est la propriété de l'État. Cette puissance est la propriété de l'État. Par conséquent, les volontés des gouvernants ne pourront être imputées à l'État que dans la mesure où elles sont émises sur les matières et les procédures qu'autorise le statut d'agent d'exercice de l'État. Les procédures ont-elles été respectées pour éliminer les adversaires politiques en Côte d'Ivoire? Les procédures ont-elles été respectées pour jeter les opposants en prison? Je ne dis pas non, je détiens le pouvoir, je suis le chef, je fais ce que je veux. Ah non, ça ne marche pas comme ça. La tendance à l'abus du pouvoir est humaine. C'est vrai, ce n'est pas un apanage des Noirs, la tendance à l'abus du pouvoir. On voit aujourd'hui comment en France, par exemple, on essaie par la justice d'éliminer Marine Le Pen de la course à la présidence. On a vu aux États-Unis comment les gens ont tenté d'éliminer
Donald Trump. Bon, donc, il y a des forces qui ont le pouvoir, qui en abusent, qui essayent de ne pas faire bouger les choses. Bon, la France et les États-Unis, ce sont les pays, les grands pays, les anciens pays qui s'en sortent. Mais nous autres, notre unité est fragile. Nous sommes ensemble depuis 100, 150 ans. On n'a pas encore atteint 150 ans. C'est la France qui nous a mis ensemble dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a encore des sentiments tribaux qui nous animent. Et si on ne met pas un point d'honneur à respecter la loi, la règle préétablie, mais rapidement, tout peut voler en éclats. Nous devons être conscients de toutes ces données pour faire attention. Frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, notre salut à tous se trouve dans l'élargissement de notre notion de frère, de sœur à l'ensemble de la communauté nationale. Qu'on soit du nord musulman ou du sud chrétien, qu'on soit à Caen, Krou, Mandé, Gore ou Voltaïque, nous devons savoir que nous sommes engagés dans une communauté de destin et c'est notre intérêt, ça doit être notre responsabilité d'agir pour que ce sentiment de fraternité soit, grandisse dans la société, les générations passant, parce qu'il y a des brassages, il y a des gens du Nord qui épousent des gens du Sud, des gens des Akans, les Mandés, on se marie entre nous. Donc, il faut agir pour qu'avec le temps, on devienne vraiment une communauté d'affection. Et l'instrument dont nous disposons à cet effet est l'État, qui, par son action, tisse les solidarités qui fondent la communauté de destin et l'unité nationale. Il ne faut pas dégrader l'État par la rupture de la cohésion nationale. Le petit développement que je viens de faire, j'en ai longuement parlé dans ce livre que j'ai publié en 2005. C'est un livre que j'ai beaucoup distribué à l'époque à Bobo et à Yopougon, à un certain nombre de jeunes là-bas. Je rencontrais les jeunes, je leur distribuais ce livre. Donc, pour ceux qui voient la vidéo, vous pouvez relire ce livre. C'est un livre dans lequel j'ai beaucoup parlé de l'État et de son rôle dans la société. Oui, nous devons rebâtir, grâce à l'action de l'État, une union qui permette de refonder la nation ivoirienne. La responsabilité du président Ouattara, chef de l'État, est grande, très grande. Il tient à lui de donner le bon cap au pays. Aujourd'hui, c'est lui qui est le commandant de bord, c'est lui qui est le commandant en chef, c'est lui qui dirige le pays. Et toutes les bonnes volontés peuvent se mettre à sa disposition pour faire avancer le pays. Et l'histoire le jugera. Merci pour votre attention. Je vous prie de liker, de commenter, de partager cette vidéo afin d'aider la chaîne Mature Afrique à progresser. Mieux, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour que nous partagions une authentique réflexion sur la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. Je vous remercie.